Et tout naturellement, on continue d'évoquer le Liban, la situation à Gaza et d'autres sujets inhérents avec nos invités du jour, juste après le jingle. La situation vire au chaos, massacre, famine à Gaza déjà, mais le Liban de plus en plus traversé par ses effets, synonyme de destruction pour la destruction, avec, il faut le dire, on insiste, des voix timorées de la part des Occidentaux et autres instances gardiennes, normalement, du droit international. Mais l'entité sioniste continue de dérouler son tapis de bombes en direction des 4 cadrans, Gaza, Cisjordanie, Irak, Syrie, Yémen, le tout avec des bombes américaines, il faut le dire. Vous l'aurez compris, le contenu des discussions est chargé avec nos deux invités. Sans plus attendre, je vous les présente. Alors, avec nous, c'est une habituée, il s'agit de Aïssel Midani. Bonsoir, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Militante et auteur, vous interviendrez à partir de Damas. Oui, bonsoir Karim, merci de votre invitation. Bonsoir à toute l'équipe de AL24 et à tous les téléspectateurs. Merci de votre invitation. Toujours un plaisir, Aïssa Midani de Paris. Votre binôme pour cette table virtuelle, Badis Renissa, expert en géopolitique et questions internationales. Badis, merci d'être des nôtres. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, débutons avec la situation à Gaza. Madame, monsieur, 400 jours de massacres et de bombes qui lézardent le ciel gazaoui, 43 552 martyrs, 102 765 blessés, 100 000 enfants disparus, 34 hôpitaux détruits, une famine menaçante. Je pourrais égrener une liste très longue des malheurs palestiniens qu'on pourrait largement déborder sur notre temps qui est imparti. Mais il faut le dire, hein, les voix de la part des instances internationales sont plutôt timorées pour condamner la guerre sioniste. A-t-on décidé de donner carte blanche à l'entité sioniste pour en finir avec la question palestinienne définitivement, plan qui a mis lieu de réussir au vu de l'intrépide résistance des combattants palestiniens sur le terrain depuis plus d'1 an? Aïssel Midani, à vous la parole. Oui, bonjour. Alors, effectivement, c'est 400 jours d'agression permanente, en fait, contre le peuple palestinien, contre les civils, il faut le dire, et avec des armes de plus en plus meurtrières et de plus en plus violentes, données par les Américains sans discontinuer aux Israéliens. C'est-à-dire il faut quand même dénoncer un pont américain d'alimentation en armes qui est en permanence entre les États-Unis et Israël. Et cette entité sioniste, effectivement, qu'elle utilise sans compter contre des civils, contre les hôpitaux, les écoles, les centres d'hébergement. Les gens qu'ils déplacent d'un endroit à l'autre, la plupart des Gazaouis ont été déplacés au moins de manière forcée, au moins 7 fois, du nord au sud et du sud au centre et de là à là, etc., pour être visés après par des attaques et des violences meurtrières, des bombes, des grosses bombes. Qui visent des tentes, hein, en fait, tout simplement, des gens qui sont bombardés la nuit et qui sont complètement brûlés vifs. Hein. Ça n'arrête pas, donc vous l'avez dit dans votre rapport, depuis 400 jours, ça n'arrête pas. Ceci conjugué avec une fermeture des passages d'où vient la nourriture et de l'alimentation. Le passage de l'eau est pratiquement complètement fermé. Il y a des milliers de camions bourrés d'alimentation et de vivres et de médicaments qui attendent l'autorisation de passer et qui ne vient pas, donc depuis des mois. Alors que la population à l'intérieur, elle est complètement séquestrée. On peut dire que la population est séquestrée à l'intérieur d'un siège où on a tout détruit. Les structures en infrastructure, en fait, pas d'électricité, pas de circuit de distribution d'eau, pas de station de dessalage de l'eau.
Pas de station même d'épuration des eaux usées, avec une pénurie totale qui vient du fait que tout a été détruit. Les hôpitaux ont été en grande partie détruits. Ceux qui restent essayent de faire avec les moyens de bord. Une population qui est de plus en plus donc bombardée, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de morts et de plus en plus de blessés. Le corps médical est systématiquement visé aussi. Les médecins ont été aussi arrêtés, torturés et certains ont été tués. C'est une guerre féroce qui ne respecte absolument aucune règle, ni des règles internationales de la guerre, ni des droits internationaux tout simplement. Et un génocide en bonne et due forme qui continue, mais sous sa plus horrible forme. On va entendre Badis Renissa sur ce sujet. C'est vrai, Badis, ce que nous décrit Aïssel Midani fait froid dans le dos. Hein. Mais je vais vous poser la question d'une autre manière. Est-ce que ce que l'on voit, ce n'est pas le vieux rêve sordide sioniste esquissé par Herzl, Goldman, Chaim Weizmann ou Jabotinsky et tous les premiers ministres d'ailleurs, hein, Colombe ou Faucon, cela n'a pas beaucoup d'importance concernant le génocide palestinien depuis tellement d'années, c'est-à-dire cette épuration ethnique voulue par des sionistes européens. C'est ce projet finalement qui serait en marche devant nous. C'est ce qui se passe depuis le 7 octobre, où c'est plutôt exagéré de décrire les choses de la sorte. Non, tout à fait. C'est même un euphémisme, parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez rappelé dans votre introduction, 400 jours de génocide, 400 jours d'atrocité, 400 jours d'épuration ethnique, hein, caractérisée qui plus est, en phase avec le fameux plan des généraux, 400 jours, effectivement, de génocide perpétré chaque jour avec plus de 70%, je rappelle les dernières statistiques, 70% de femmes et d'enfants notamment victimes. Et donc on est très très loin notamment d'une guerre symétrique contre justement une force armée ou militaire. Et puis surtout, pour en finir, 400 jours d'impunité et d'immunité, notamment de l'entité sioniste, faut-il le rappeler. Et je rebondis sur votre question précédente, puisque oui, la réaction de la communauté internationale est immorale, puisque ça, elle est aphone. Elle n'est jamais sortie, ou en tout cas, elle n'a jamais surpassé la frontière, notamment de l'action, de la volonté politique. À croire que l'humanisme est à géométrie variable, à croire qu'effectivement le droit international et même la communauté internationale, à travers ses institutions, s'arrête à la frontière de la cause palestinienne. Pour revenir effectivement, il faut les tenants de ce drame qui se trame aujourd'hui depuis 400 jours notamment, mais pas que, depuis la prise de la Palestine et l'occupation de la Palestine. C'est évidemment aujourd'hui peut-être un levier conséquent, un vecteur qui est accélérateur, qui est celui effectivement d'illustrer, de caractériser, de factualiser ce projet, ce dessein messianique, notamment, disons les choses clairement, puisque le gouvernement extrémiste, religieux et messianique qui croit en une guerre sainte, qui croit en une guerre prophétique, puisqu'il est dans ce sillage justement de vouloir instaurer le grand Israël, se voit aujourd'hui avoir un boulevard pour le faire, et qui plus est avec notamment un mutisme et surtout aussi un cautionnement, voire pour pas dire une complicité, une duplicité notamment de l'Occident, même si, je rappelle, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. On a des initiatives, on a des dynamiques favorables et positives notamment, mais qui sont toujours et d'une manière minutieusement orchestrée, anéantie par notamment que ce soit la vétoisation de ce génocide par les États-Unis. D'ailleurs, parlons-en, l'évolution aujourd'hui avec les élections américaines vont accentuer, vont complexifier davantage justement l'issue. En d'autres termes, nous faisons face aujourd'hui à une voie sans issue, mais qui est, encore une fois, consolidée, renforcée par une entité sioniste qui se sent tout permis, en totale roue libre, puisque aujourd'hui, avec cette élection, elle se permet aussi de outrepasser les lignes rouges. Hein. La finule est devenue une cible elle-même, et vous l'avez évoqué dans votre reportage. Elle ne se voit plus de limite aujourd'hui, mais encore une fois, l'objectif final, c'est de pouvoir profiter de cette, brèche tendue, mais surtout cette perche aussi tendue, si je peux m'exprimer ainsi, par l'Occident, par son mutisme condamnable, pour pouvoir justement perpétrer, mais surtout illustrer sur le terrain son grand Israël, et il ne s'en cache pas.
Aïssa Midani, comme on vient de l'entendre, hein, les Occidentaux auraient donné ou ont donné un blanc-seing à Netanyahou et sa flanquée de messianistes déguisés en ministres. Mais en même temps, cela a un prix, le droit international. Est-ce que le droit international a été tué par Netanyahou, Aïssa Midani, selon vous? Permettez-moi de dire d'abord, l'Occident n'est pas tout simplement silencieux, il est complice, il continue à alimenter en armes aussi l'État israélien. Hein. On l'a dit, oui, avec des bombes américaines, bien sûr. Oui, mais pas seulement. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, tous ces pays, ils sont complices et continuent à alimenter en armes. Une des grandes revendications des manifestations de soutien à la Palestine qui couvrent les rues de ces pays occidentaux est d'arrêter de fournir des armes à cet entité sioniste qui continue à violer le droit international, à tuer femmes et enfants, à violer les hôpitaux. Est-ce que ce droit international est mort? Est-ce que ce droit international est mort? Je pense que ce droit international, tel que nous le connaissions. S'il n'est pas mort, il est dans sa plus grande mort, son plus grand déclin. Voilà, tout à fait. Il est très proche de la mort. Tous les pays du monde, tous les peuples du monde ont bien vu que l'impuissance de ces structures internationales, alors que tous les pays du monde, hormis ce groupe occidental qui est à la solde des États-Unis, tous les pays du monde, ils sont solidaires de l'État palestinien, mais ne peuvent rien faire puisque la structure est bloquée et elle est dominée par cet Occident. Alors justement, ça met en cause non pas le droit lui-même, mais en fait l'application du droit par des structures qui sont complètement dominées par l'Occident et qui imposent ces dictats. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu une Cour internationale de justice qui a aussi décidé un certain nombre de choses concernant le génocide qui n'ont jamais pu être appliquées, que l'ONU a aussi une structure qui est l'UNRWA aussi, qui a été particulièrement visée par les Israéliens sans que l'ONU ait pu faire quelque chose. Maintenant, les forces de la FINUL, il y a eu aussi des organisations internationales comme l'Organisation internationale pour la nourriture aussi qui a été visée et des membres ont été tués, il n'y a rien eu. La Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale ont été menacées par les Américains, les juges ont été menacés par les Américains, ont été traités d'antisémites dans la mesure où ils ont émis des injonctions contre l'État fantoche d'Israël. Et aussi, donc, les juges ont été traités d'antisémites et ont été menacés par les Américains. Donc, en fait, c'est clairement important de voir que toutes ces structures sont là pour juger les pays qu'on appelait du tiers-monde et qui sont les pays qui se battent contre l'impérialisme, mais les pays impérialistes, ils sont là à agir en toute impunité en fonction de ces structures. Alors, Balis Renissa, peut-être qu'il y aurait du changement vu l'événement de la semaine, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche en janvier prochain, en tout cas il a gagné la présidentielle, qui pourrait peut-être, je pose la question, ou canaliser, pas mettre un coup d'arrêt, mais peut-être canaliser la croisade messianiste. Durant sa campagne, le républicain a fait des sorties plutôt inhabituelles à l'endroit des musulmans du Michigan, même vers Raza, il a été plutôt ambivalent, mais ce n'était pas la tonalité habituelle des candidats républicains. Les Palestiniens, on n'y croit pas du tout à cette volonté américaine d'arrêter le génocide en Palestine, disons-le tout net. Mais quel est votre avis sur Trump et Raza? Écoutez, certes, Donald Trump était un candidat et un président atypique, un président marginal, un président qui pense à voix haute, mais ça reste quand même un président de la première puissance qui a une doxa diplomatique qui reste toujours
au plus près, en tout cas en matière de soutien inaliénable à l'entité sioniste. Et ça a été d'ailleurs dit et évoqué à maintes reprises, et même sur votre plateau, puisqu'on évoque à plus de 18 milliards aujourd'hui d'aide financière en matière d'armement, qui est un record en soi et qui n'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs au lendemain de l'élection de Donald Trump. Donc, il est dans ce sillage, il s'inscrit effectivement dans cette dynamique, bon gré, mal gré. En revanche, Donald Trump, effectivement candidat, avait évoqué par miracle, en tout cas par un effet magique, de pouvoir apporter un cessez-le-feu, mais il n'a jamais abordé les détails. Et c'est ce qui fait, c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire, puisque vous avez évoqué le changement, tout dépend pour qui le changement, tout dépend pour qui la dynamique sera avantageuse. Mais je rappelle néanmoins que on parle d'un Donald Trump qui est l'architecte des accords d'Abraham, on parle d'un Donald Trump qui est aussi le père fondateur, et en tout cas celui qui a cautionné les normalisations avec les pays arabo-musulmans. Il va continuer dans ce sillage aussi, puisque pour lui la cible de choix reste l'Arabie saoudite. Donc force est de constater on imagine mal que du jour au lendemain il va devoir apporter un cessez-le-feu avec les deux parties, peut-être avec une approche désavantageuse à l'entité sioniste, bien au contraire. Donc moi je pense que de mon point de vue, il y aura effectivement un apport, mais un apport plutôt unilatéral dans lequel il exclut effectivement la partie palestinienne. Et je rappelle au passage aujourd'hui un événement récent qui est le retrait notamment du Qatar comme pays d'intermédiation, pays intermédiaire. Donc ça marque peut-être aussi un tournant dans lequel les États-Unis aura le libre cours, aura les mains libres en tout cas avec l'arrivée de Donald Trump pour asseoir peut-être une situation, asseoir un contexte désavantageux, en tout cas à la résistance palestinienne, mais surtout aussi qui donnera peut-être un blanc-seing beaucoup plus élargi avec un prisme d'action et de cautionnement beaucoup plus consolidé pour permettre encore une fois à un Netanyahou, que je rappelle s'est réjoui aussitôt l'élection de Donald Trump et qui d'ailleurs s'est tout de suite félicité de son élection pour pouvoir, je cite, apporter la sécurité à Israël, mais aussi apporter le soutien historique des États-Unis à travers Donald Trump. Voilà, ce sera tout en guise de conclusion pour l'entretien du jour. Nous étions avec Aïssa Midani, qui intervenait à partir de Damas, auteur également. Avec nous, Badi Srinissa, expert en questions internationales. Merci à vous deux et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.